Alors, bonjour Bonjour. Camille. Alors attends, je vais Bonjour Camille, faire désolé pour Bonjour. le retard, on a commencé avec un Il peu y de a pas de retard. souci, ça très intéressant, à écouter. te tout à fait, ce que j'ai mis en commentaire, certains dans l'expatriation trouvent l'amour et après c'est dur de les faire revenir. Mais oui, non, c'est intéressant de voir la motivation, de certains, bassement financière, que voilà, chacun y trouve son intérêt. Mais c'est pas pour ça qu'on voulait te recevoir. On voulait te recevoir parce que, aujourd'hui, on peut pas dire qu'en France, les on va dire, les violences sexuelles contre les femmes, ce soit un phénomène qui disparaît et qu'il y en a presque plus et qui n'existe plus. Et surtout, on se rend compte que dans la culture populaire, il y a pas mal de choses qui, banalisent, cette culture, qu'en gros, toute femme, serait un objet à prendre en attente d'un désir, heu, important, du monde, heu et cetera. Et donc, bah, tu vas nous en parler toi-même. Alors, peut-être pour ceux qui t'ont pas écouté la première fois, tu peux nous dire un peu ton parcours, qu'est-ce que tu tes combats et après on peut enchaîner sur le sujet. Oui, alors, bah, du coup, pour, ceux qui me connaissent pas encore, donc voilà, je m'appelle Camille, je suis militante, féministe avec, on va dire des appétences pour, les courants marxistes et matérialistes. Donc voilà, c'est un petit peu mon parcours militant, et je sais pas, voilà, enfin quoi trop, rajouter de plus? J'avais pas trop développé, plus la dernière fois. Non, non, mais c'est très bien, c'est parce que les gens souvent nous reprochent de ne pas présenter nos invités. Tu vois? Ils disent: «Ah mais qui était cette personne?» Donc on fait l'effort de présenter un minimum. Donc alors, je vais commencer, par une image que j'ai pour te faire réagir dessus, parce que justement ça rentre dans le cœur de notre sujet et c'est une image qui n'est pas de n'importe qui. Alors, un instant, parce que l'image ne veut pas se charger, c'est toujours comme ça. Alors, voilà. D'un certain politique, donc, alors est-ce qu'on voit bien? Un certain Jordan Bardella, donc qui dit: «Quel est votre personnage féminin préféré?» Pour ma part, c'est sans hésiter Hinata, soumise, timide, attentionnée, énorme poitrine, elle a tout pour plaire et je ne vous apprends rien en disant que les femmes les plus discrètes cachent souvent un énorme appétit sexuel. C'était dans sa carrière précédente de youtubeur de jeux vidéo. Exactement. Donc Parce déjà, qu'il a cette compétence pour diriger la France. Faut quand même le noter, c'est assez important. tu sous-estimes, l'entraînement dans Call of Duty, pour diriger les C'est armées. vrai, c'est vrai. Bref, ça introduit bien ce sujet parce que justement il place, donc que des femmes qui demanderaient rien, bah, en fait, seraient des nymphomanes voraces. Et bon, déjà en tant que politique, c'est complètement pété, de mettre des personnages fictifs en tant que représentation de la femme, mais alors encore plus en les présentant comme ça. Mais peut-être toi tu vas nous en dire plus et pourquoi c'est problématique justement, ce genre de stéréotype qui est véhiculé et quelles conséquences ça a justement sur, les femmes au jour le jour? Oui, bah, alors c'est vraiment un exemple, intéressant que nous donne, monsieur Bardella parce que c'est assez représentatif on va dire, de ce que produit le pire de, la culture du viol et de l'objectification des femmes. C'est à savoir, nos chers, amis, coréens, japonais de manière générale, voilà, des nous ont, produit pas mal donc de ce qu'on appelle, des webtoons, des mangas. C'est quelque chose qui est quand même assez ancien, comme on peut voir vu que voilà, Jordan Bardella, tout est déjà sorti en 2016. C'est, donc, une culture qui existe déjà depuis un moment et qui est à destination des plus jeunes finalement aussi, parce que c'est des
Enfin, ça reste quand même des «dessins animés» entre guillemets et Mmh. donc je sais pas quel âge avait Jordan Bardella au moment de ce tweet, mais enfin, je supposément jeune. On a des donc une En culture 2016, il doit avoir 20 ans. oui, voilà. Ça reste, donc on voit quand même qu'il y a une volonté de sexualiser les femmes, très violemment dès le plus jeune âge, et du coup, c'est, donc ce qu'on va appeler et que je vais essayer de synthétiser un peu aujourd'hui, de dire comment ça s'est représenté aujourd'hui dans les médias mainstream, notamment à destination des plus jeunes, parce que c'est vraiment le point le plus important, donc de la culture du viol. Ce qui est intéressant, si on peut dire, c'est, que là, Jordan Bardella nous relève, par exemple, des stéréotypes sexistes de type, la fille timide, en fait, va cacher son jeu. Voilà, c'est un cliché qui est énormément véhiculé, qui a été véhiculé d'ailleurs, justement par ces médias qui sont les mangas, les animés et cetera. Bon, je vais pas donner des exemples, mais on a, pour ceux qui auront la référence, en tête, les, Yamete Kudasai, voilà, qui en gros, c'était, pour, représenter c'est une phrase en gros en japonais qui veut dire, voilà, «Arrête s'il te plaît, mais en fait, n'arrête pas». Donc c'est un peu flouter le consentement et alors ça, on a remarqué au début, bon ça s'est très vite occidentalisé, mais c'est quelque chose qui nous vient plutôt, comme je disais, du coup, du Japon, de la Corée, des pays qui sont vraiment très enfin, qui ont une culture patriarcale très ancrée, où les violences sexistes et sexuelles sont encore très, très présentes, où les inégalités de genre sont également très, 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 très présentes et violentes, où voilà, il y a quand même des taux, des voilà, des taux, élevés de violences Ils sont supérieurs à ce qu'on a en sexuelles. France? Alors, ça sera pas forcément, je pense, la même forme, pas la même culture. Mais, alors je saurais pas exactement dire, mais je pense que ça prend pas forcément la même forme. Mais il y a un côté où vraiment c'est beaucoup plus excusé et justifié. Enfin même dans certains pays, il peut y avoir des avortements, si on a une fille, heu, par, voilà, volonté de préserver, voilà, pas casser sa lignée en ayant une fille. Ça donne une idée un peu de la valeur que donnent, ces cultures, aux femmes. Bref, tout ça pour dire donc ça, c'est une chose. A alors, juste pour te dire Camille, désolé de te couper. Alors, le sujet est compliqué parce qu'en fait, c'est difficile sans montrer de représentation graphique, mais je refuse moi de montrer des trucs, assez dégueulasses. Mais juste pour qu'on mette un contexte, donc ces sites qui pullulent maintenant, qui présentent, on va dire, des espèces de romans graphiques, un peu comme à l'époque le roman photo, qui venant d'Asie, une des bases du contexte, c'est souvent alors c'est le mec qui est amoureux de sa sœur, de sa belle-mère et qui profite généralement pendant qu'elle dort de la violer. Mais il est présenté comme le héros et tout va bien. Et en fait, c'est récurrent, c'est des patterns d'histoire qui collent, un coup, le mec il est blond, un coup il est brun et cetera, mais c'est tout le temps le même mécanisme, avec des rapports incestueux, bizarroïdes, souvent des rapports de soumission. Alors, parfois c'est, la fille, c'est la secrétaire et donc c'est le chef. Heu, Mmh, bref, toutes ces et donc c'est toujours présenté sous un beau jour, c'est-à-dire une fille qui dort, bah, pas de problème de lui enlever sa culotte et tant qu'elle dort, c'est pas grave et donc ça banalise complètement, dans la tête des jeunes, des actes qui sont des agressions sexuelles, des viols et des comportements qui n'ont pas place dans la société. Et donc, alors, et je j'ai pas envie d'encourager les gens à regarder sur ces sites-là, mais n'importe quelle histoire, on voit au bout de 3 pages qu'il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que le consentement n'existe
pas, les gens sont forcés en permanence et un peu c'est ce cliché de la femme qui, même quand elle dit non, c'est oui quand même Oui, donc et donc et voilà et donc c'est pour ça que donc désolé d'introduire un peu comme ça, mais c'est très cru, en fait et le problème, c'est tout ça a un impact après sur notre jeunesse qui lit ça, en particulier les jeunes garçons qui vont se construire entre ça et le porno qui se construisent là-dessus et qui, pour eux, bah, une femme qui dit non, ça va peut-être dire oui quand même. ouais. Non, mais voilà, après voilà, j'introduis ça comme ça, tout ça pour mettre un peu en «genèse» entre guillemets, Mmh. l'origine de cette Oui, oui. culture, mais du coup, comment ça se manifeste Mmh. aujourd'hui? C'est effectivement, hem, par, ce qu'on appelle, les webtoons, par exemple. Mmh. Bah, il y a aussi les jeux à choix d'ailleurs, dont je parlerai aussi, je pense. Mais, donc c'est, quoi qu'il arrive, des contenus de type application, heu, qui dont, les publicités d'ailleurs, peuvent, apparaître sur n'importe quel jeu à destination de jeunes. Hem et en fait, donc on va nous attirer via une histoire assez banale sur ce genre d'application, mais qui va cacher, après des contenus, bien gore comme, voilà, l'image que j'ai vue aussi et donc je vois de voilà de Mmh. laquelle vous parlez, mais voilà, il y a bien plus grave, il y a vraiment des apologies de crimes atroces. Heu, alors ce qu'il y a notamment aujourd'hui un style qui est très populaire auprès des jeunes, notamment des jeunes filles, c'est le style dark romance. Donc, qui pose, beaucoup de problèmes parce qu'il entretient donc, plusieurs clichés. Donc, déjà pour commencer, bah, la romantisation des violences sexuelles, c'est-à-dire, romantiser le non-consentement comme étant excitant, que les agressions soient minimisées ou alors, même, récompensées, que c'est-à-dire oui, si tu acceptes, cette relation, mais moi ça me fera, plaisir ou alors tu auras une récompense, je ne sais pas, financière par exemple, vu qu'il y a quand même énormément de questions de rapport de domination. En effet, c'est souvent, des hommes dominants dans ces histoires qui sont représentés, voire violents. Et dominants, c'est-à-dire, qu'il y a des rapports inégalitaires dans les relations, donc souvent économiques. Va y avoir, des histoires, oui, effectivement, de PDG avec, une femme pauvre qui a besoin d'argent pour sauver, sa sœur d'une maladie. Puis voilà, je te donne des exemples, mais c'est souvent ça, hein. C'est très simple ou alors, quand il va y avoir des histoires un peu plus fantastiques, ça va être le roi avec, une paysanne, voilà, donc il y a une banalisation de l'abus de pouvoir. Hem, donc c'est de là déjà que ça part. Tu veux dire que quand on est roi, on peut pas disposer de tout du corps de toutes les paysannes, c'est fini le droit de cuissage? En effet, On m'aurait menti. En effet, en fait, la banalisation de l'abus de pouvoir, enfin, c'est de quand même montrer que dans la vraie vie, ce genre de relations, en fait, elles sont souvent totalement malsaines. Que, elles vont être romantisées sur des applications, mais que dans la vraie vie, c'est des relations qui se fondent sur, des abus, des voilà, ça n'a rien de réellement sain quand il y a vraiment un très fort déséquilibre social entre les 2 individus dans la relation. Il y a forcément, voilà, des questions de enfin, le privé est politique, donc il y aura forcément des rapports de domination internes dans la relation. Hem, mais donc bref, tout ça pour dire, déjà, on a ces schémas qui sont présentés comme étant sains à des jeunes enfants, alors que ça à des jeunes enfants, quand même pas non plus, mais des adolescents. Il y a beaucoup d'autres stéréotypes sexistes finalement, qui vont être abordés parce que va y avoir la figure de, la menteuse ou alors, celle qui, va pas vraiment montrer, enfin, ne va pas vraiment masquer son consentement, enfin, va avoir le consentement soit absent, soit ambigu
où, l'héroïne au début, elle va être tétanisée, terrorisée par, mais elle va finir par aimer parce que, il y a aussi une question de, un peu dompter, enfin que voilà les femmes doivent, pardonner, être compréhensives envers les hommes violents, que c'est parce qu'eux aussi ils ont des traumas et qu'il faudrait un peu, voilà, les apaiser, les dompter. Il y a voilà, tous ces schémas en fait qui sont présents dans ce genre d'histoire, c'est ça. Ça part de une, inégalité au niveau, de la classe sociale notamment. Du coup, des hommes qui vont imposer que ce soit des baisers, des rapports et une femme qui va qui va aimer ça finalement parce que voilà, qui au début sera intimidée, aura peur, mais qui va finir par aimer ça parce qu'on va lui dire: «Oui, mais cet homme il est riche, mais cet homme il est beau, donc pourquoi en fait, elle n'aimerait pas?» Mais du coup, si Mais alors justement, Camille, parce que je vois dans les commentaires du chat, les gens disent: «Oui, mais c'est de la fiction». Est-ce mmh, que les jeunes aujourd'hui ont pas l'esprit suffisamment critique pour voir ce genre de choses et se dire: «Non, c'est pas comme ça dans la vraie vie»? Ou Même justement, si même si si je peux me permettre. Parce qu'on a plusieurs, remarques. Certains disent: «Ah bah voilà, à gauche, on ne supporte pas les fantasmes», ou effectivement c'est de la fiction. Le fait est que oui, il y a entre adultes consentants, il y a même des plaisirs sadomasochistes, il y a des gens qui aiment ça, il y a des romans, il y a Histoire d'eau, il y a toute une littérature. L'un des problèmes avec ce que vous soulignez, c'est que c'est systématique. C'est que c'est pas le problème quand on voit ce genre d'œuvre, entre guillemets, c'est que c'est un pattern permanent. La fille ne veut pas vraiment, elle est un peu prude, elle est un peu soumise, mais on la force un petit peu, soit en la forçant directement, soit économiquement, soit en lui mettant du GHB, soit parce qu'elle dort déjà. Et là, ah là, elle se réveille, c'est fantastique, merci. Le problème, c'est que c'est la récurrence de la même chose, du même fantasme. S'il y avait ce fantasme, puis un autre, bon, bah, ok, pourquoi pas. Mais là, et le public qui lit Histoire d'eau, bah, c'est pas exactement le public des jeunes de 14-15 ans, dans une autre catégorie, et ça a des effets, cette récurrence. Je pense que c'est là qu'il y a un problème. oui, je pense que ce qui est important de quand même de préciser, de comprendre, c'est que ce contenu, il est proposé à des jeunes, donc qui vont avoir 12, 13, 14 ans, allez, et que c'est la première vision qu'ils ont et la première expérience qu'ils ont de ce que devrait être une relation et de ce que devrait être une relation épanouissante où la femme finit heureuse parce que c'est des histoires où il y a souvent des fins heureuses. Donc pourquoi est-ce que une jeune se dirait: «Ah bah non, en fait, la moralité, c'est que c'était mal, donc je vais devoir faire attention», parce que non, à la fin de l'histoire, tout est bien qui finit bien, ils vont se marier. Heu et quand c'est, de la même manière que, pour, les jeunes, garçons, le porno affecte leur vision de la sexualité, beh, pourquoi en fait, ces histoires n'affecteraient pas la vision des relations pour, les jeunes filles? C'est le même cheminement au final parce que quand c'est la seule, représentation qu'on a et qu'on n'en a pas d'autres dans un cerveau qui est en pleine construction, évidemment qu'on va s'en servir de référentiel si à côté on n'a pas, par exemple à l'école, des séances d'éducation à la vie affective, à la vie sexuelle qui vont nous expliquer ce qui est réellement sain, ce qui ne l'est pas. En attendant, ce qui nous sert de référentiel généralement, c'est la culture populaire. Alors certains disent qu'on parle que du côté des femmes victimes. Le problème, c'est le rapport des uns aux autres et au consentement qui,
Effectivement, oui, il y a aussi il y a parfois des romans où c'est les femmes qui sont dominatrices et des hommes. Il y a même des Oui. romans gays avec aussi des rapports de domination. Donc c'est ce que tu dis est important. Ça formate quelqu'un qui va voir ça comme solution, qui va se projeter, qui va on va dire, on on a tous, des modèles qui restent imprégnés. Ça peut être Tom Cruise dans Mission Impossible pour certains jeunes qui veulent sauter d'hélicoptère et cetera. Mais ça influence d'une certaine manière, la manière dont on va voir le monde. Et donc moi, ce qui me choque beaucoup dans ces plateformes-là, c'est que à part le fait de demander aux gens s'ils ont 18 ans et genre il faut juste cliquer: «Oui, j'ai 18 ans», il y a aucune mise en contexte. Il y a rien qui dit: «Ouais, bon, OK, c'est une fiction, mais du contenu pour être, pas légal, il y a rien. Donc en fait, c'est mis comme si c'était une histoire normale et qu'une fille qui dort, on peut lui enlever sa culotte, lui faire l'amour et après même si elle se réveille pas, tout va bien. Tu vois? Et et que ce soit écrit parce que alors c'est revendiqué, c'est ça qui est assez terrible c'est même pas, du sous-entendu, c'est clairement écrit que ça pose pas de problème et donc c'est vrai que là-dessus, on peut imaginer, moi je vois moi qui ai des enfants, si demain ils tombaient sur ce type de contenu, bah, s'il se passe la même chose, ils sont à une soirée, ils rentrent avec une fille, la fille dort, comment ils peuvent à quel moment ils vont faire le distinguo et se dire: «Non, Mais c'est pas ils possible», vont, même bien sûr, s'ils ont ils lu. vont tomber sur ce type de est-ce que Camille, j'aurais bien aimé avoir votre avis, parce que vous êtes, Mmh. objectivement, beaucoup plus jeune que nous 2. Moi, j'ai passé la barre des 50 ans et à mon âge, quand j'étais jeune, le porno était quelque chose de très, très difficile à accéder. On va dire que qu'on ne voulait pas, mais Les il y avait cassettes la vidéo sur célèbre, manteau. c'est les cassettes vidéo dans des endroits très, très particuliers pour se les procurer, c'était une expédition, mais déjà, je me souviens, les adolescents pour acheter un magazine avec, légèrement des feuillages, c'était une expédition, comme pour aller conquérir l'Amérique, enfin, c'est très compliqué. Les films porno, c'était Canal+, des trucs brouillés, il fallait regarder avec une passoire, enfin bon, et puis c'était peu, en fait, il y en avait peu, c'est très difficile d'accès, il y a pas de téléphone portable évidemment. Heu, on peut se demander s'il y a quand même pas, effectivement, un effet. Et la question que je voulais vous poser, c'est, l'injonction, contradictoire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas en plus, à notre époque, l'injonction contradictoire. C'est en même temps, on a une société, qui parle beaucoup de MeToo, de respect, de non, c'est non, oui, c'est oui, heu, il y a quand même des d'éducation à l'école, il y a des partis politiques qui en font, leur fer de lance, mais en même temps, on est dans une société où une explosion sur du porno et non seulement une explosion du porno, mais bon, ce que vous dites sur les mangas, mais aussi, tout un les OnlyFans ou tout un tas de jeunes femmes qui, n'ont pas besoin d'être sur OnlyFans, mais sur TikTok, sur Twitter, sur n'importe quoi, peu importe, qui se mettent dans des positions ultra sexualisées. Donc pour les jeunes, comprendre où il faut aller est quand même très compliqué. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ou des suggestions sur ce qu'il faudrait faire? C'est quand même c'est assez compliqué et très, très contradictoire. Bah, alors pour moi, en fait, c'est, le un peu le revers de la médaille de toutes ces, voilà, du MeToo, c'est qu'il y a eu aussi cette injonction de «Mon corps, mon choix», qui a un peu ouvert la boîte de Pandore, de effectivement, on fait ce qu'on veut, de son corps, sans réellement réfléchir, aux conséquences, à si ça peut, voilà, nous porter préjudice, nous causer des traumatismes. Je pense par exemple effectivement, au BDSM pratiqué dans des cadres, pas du tout initiés, voilà, aux OnlyFans aussi, où bah, voilà, on peut s'y mettre, parfois même mineur parce qu'effectivement il y a zéro contrôle maintenant aujourd'hui. On nous demande juste de cocher une case pour dire: «Oui, j'ai 18 ans». Donc voilà. Le pro donc oui, pour moi, il y a un problème avec, la libéralisation un petit peu du sexe et bon, on va me dire, voilà, on m'a souvent dit, «Oui, c'est un peu un avis de grosse prude et cetera», mais
moi, je pense réellement que, enfin, il faut protéger les jeunes filles de relations qui peuvent être traumatiques. Que, mon corps, mon choix, c'est pas une excuse pour, faire absolument, enfin, des choses qui vont nous nuire finalement dans le futur, qui vont pas être émancipatrices du tout, au contraire. Oui, c'est le débat sur la GPA Oui, d'ailleurs, heu où, il n'y a pas de GPA éthique, du moins nous c'est, la oui. vision qu'on porte, ça n'existe pas. La GPA est ça ne marche pas et du moins c'est il y a pas on peut pas, il y a pas de cadre moral où ça passe, mais justement mon corps, mon choix fait j'ai le droit de commercialiser mon corps si je veux et donc après la GPA, ce sera pourquoi pas la vente d'organes, c'est déjà autorisé dans certains pays. J'ai le droit de vendre un rein, je crois en Iran, j'ai le droit de Mmh. vendre un rein. L'esclavage éthique, Heu, c'est bien l'esclavage éthique. Tout à fait. Heu, donc la il y a pas de morale, là-dessus et c'est vrai que je pense que c'est important là ce que tu évoques, Mon corps, mon choix parce qu'on voit bien que derrière les courants même, on en avait parlé la dernière fois, prostitution et cetera, ils disent: «C'est un choix éclairé». Alors qu'on sait que la violence sociale et la pression, souvent, contraignent les gens à faire ce choix et que l'essor, par exemple, du OnlyFans chez les étudiantes, il est pas lié, du moins, il est pas, décorrélé de la précarité étudiante. Si toutes les étudiantes vivaient bien et on va dire, mangeaient à leur faim et avaient, toutes des chambres, et cetera, du moins qu'elles seraient pris en charge, je pense qu'il y en aurait beaucoup moins qui devraient s'adonner à ce genre de choses pour arrondir les fins de mois. Oui, oui, non, mais c'est voilà, c'est le un gros problème, je pense, de dire: «Oui, mais c'est son choix», parce qu'on peut pas dire qu'il y ait réellement de choix éclairés, quand, on est dans un système, voilà, capitaliste patriarcal où on est obligé finalement de faire des choix pour sa survie, où on va se dire: «Oui, c'est un choix éclairé», mais est-ce qu'il aurait été est-ce qu'il est vraiment éclairé par rapport aux contraintes, face auxquelles on se retrouve, voilà, le concept déjà de choix éclairé, j'ai un peu du mal. Je pense qu'aucun choix ne peut être éclairé, voilà. De nos jours, on fait tous, des choix en fonction, d'effectivement, par exemple, les médias auxquels on a été exposés, toute notre vie, par rapport, à notre situation matérielle, voilà. Il y a pas de vraiment de libre arbitre total et c'est là que, pour moi la culture du pardon, la culture du viol, se manifeste, particulièrement. C'est que de la même manière que, donc pour les femmes, il y a tout ça, tout ce qu'on a évoqué précédemment. Pour, les hommes, il y a aussi cette idée très ancrée, hem, donc que ce soit envers les hommes et les femmes, hein, d'ailleurs, il y a pas forcément, mais c'est évidemment bien plus ancré dans pour les hommes envers les femmes, que quelque part, le corps des femmes, c'est une ressource qu'on peut s'approprier, qui est disponible et que le consentement, ça serait quelque chose plutôt de secondaire qui pourrait être négocié, par la suite et donc que, le viol finalement, c'est juste, on va dire la la manifestation la plus extrême de ce fait, en fait, qui est encouragé du coup par ces représentations, sociales, par ces pratiques, par ces normes en fait qui oui, au début était assez marginal, parce que moi, voilà, je parle de mon expérience dans ma jeunesse, ce genre de représentation, c'était assez marginal. On les retrouvait surtout dans des voilà, dans les médias japonais, mais ça s'est très vite occidentalisé. Je pense notamment à tout hasard, hein, 50 nuances degrés, les films 365 jours, le fait qu'aujourd'hui Netflix, hem, adapte des webtoons en série, donc voilà, de fait aussi les rendre, extrêmement mainstream
et de toute manière, on peut voir que, oui, ça a des conséquences, réelles et je pense qu'on a récemment eu un exemple, enfin absolument, éclairant des conséquences réelles de cette culture. C'est l'affaire, Gisèle Pelicot, bien évidemment, où, on disait: «Oui, mais cette femme, aimait le libertinage, donc quelque part, est-ce que, c'est pas un peu ce qu'elle voulait?» Et pour moi, c'est vraiment l'exemple de cette culture, en fait, de dire: «Oui, mais si, elle a ce voilà, elle aime un petit peu, le libertinage, elle est, voilà, elle a des mœurs un peu, pour certains, voilà, certains diront, voilà, vu qu'elle a ce genre de mœurs, peut-être qu'elle aime ça». Voilà, c'est souvent le fait de se dire enfin, de remettre la culpabilité, sur la femme en disant: «Mais, pourquoi en fait, pourquoi tu n'aimes pas ça?» Plutôt que, de mettre totalement la culpabilité sur l'homme. C'est c'est intéressant parce que j'avais pas fait le lien, mais effectivement avec cette affaire de Gisèle Pelicot, il y a une autre affaire, récemment qui a ben, avec un homme aussi qui a mis, sa femme qui dormait, à disposition. C'est que beaucoup des hommes qui sont venus disaient qu'ils voyaient pas le problème de coucher avec une femme qui dormait et pour que dans leur esprit, ils trouvent ça normal, c'est qu'à un moment, les en termes d'éducation, en termes de culture, c'est une banalité de coucher avec une fille qui dort. C'est-à-dire qu'ils l'ont pas vu comme quelque chose d'anormal ou de criminel et donc c'est vrai que je pense qu'on est justement ça montre que ça a une influence parce que alors est-ce que je dis pas que c'est ces mangas-là qui ont influencé les violeurs de J.L. Picot, mais ça veut dire que ça crée un état d'esprit global qui fait qu'on considère que, est-ce que c'est si grave que ça? Et comme tu dis, d'autant plus si on considère que la personne, la victime, a des mœurs légères ou quoi que ce soit, bah, dans ces cas-là, c'est open bar. C'est et c'est vrai que c'est là où c'est compliqué parce que, on revient sur la jeunesse. Les jeunes, ils cherchent des repères, ils ont besoin de cadres. C'est-à-dire qu'ils doivent savoir que s'ils brûlent une école, ils vont en prison. Ils vont pas savoir que s'ils brûlent une école, ils font la fête et tout et ils vont boire des non, c'est pas possible. Si on véhicule à chaque fois des clichés qui fait que la violence est banalisée, en gros, fuir d'un policier et cetera. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de gens sont capables de faire le distinguo et beaucoup de gens ont un sens moral et vont jouer aux jeux vidéo, vont tuer des gens dans les jeux vidéo et vont pas en tuer dans la vraie vie. Mais il y a une part de la population qui n'a pas les codes culturels et je pense, par exemple, on importe énormément, on a beaucoup de migrants qui viennent en France, parfois de cultures très archaïques, comme les Afghans. S'ils sont exposés massivement à ce type de contenu, et pour eux, ça va être la manière dont ils vont, d'apprendre la culture occidentale, mais comment on veut qu'ils aient un rapport normal aux femmes? Déjà parce que, de base, ils ont un rapport compliqué. Ouais, oui, 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 c'est ça aussi l'enjeu d'un accès un peu universel à l'éducation, affective et sexuelle qui aujourd'hui, reste encore un peu, quelque chose de tabou que les parents vont avoir tendance à rejeter, sous prétexte que oui, on va apprendre à mon enfant, comment faire une fellation. Voilà, je donne des exemples que j'ai réellement lus, mais j'ai envie de répondre à ces parents: «Mais regardez ce que vos enfants voient sur leur téléphone déjà pour commencer. C'est pas le enfin, le danger n'est pas là où vous croyez, je pense». Heu, donc d'un côté, on va rejeter la responsabilité, déjà on va dire: «Non, c'est pas la place de l'école». Les parents, selon les cultures, ça va être un sujet également qui est tabou et comme on disait, voilà, il y a certaines cultures ou dans certains, voilà, milieux religieux, c'est vraiment pas du tout, normal de parler de sexualité, donc ça n'aura jamais lieu non plus.
Donc on se retrouve avec comme seul moyen d'éducation les médias de masse où, c'est, justement ces petits médias, où dont on retrouve les publicités et où on se retrouve rapidement happé, par, enfin j'en ai moi-même fait l'expérience, en allant un petit peu, fouiller, dans les jeux à choix. C'est voilà, c'est très on tombe très rapidement sur, des il y a pas besoin non plus de pas besoin de faire, de chercher spécifiquement, dark romance ou quoi que ce soit. En fait, même les histoires, d'introduction déjà, posent, des problèmes, limites sur le consentement, sur, et sur, ce qu'est une relation saine. Enfin, je donne un exemple, j'ai essayé d'aller sur un jeu, donc il y avait la pub, des jeux à choix, enfin sur le même un peu sur le même, principe que les webtoons, c'est des jeux à choix où, en fait, on fait il y a des choix, on incarne une femme et on fait des choix en fonction, de des situations pour faire avancer l'histoire. Et donc l'histoire d'introduction, c'est quand même une histoire où donc je suis une femme qui doit payer le traitement de sa sœur et je dois faire un mariage forcé avec un PDG pour recevoir de l'argent. Et ça, c'est l'histoire d'introduction à l'application. C'est pas quelque chose que j'ai volontairement cherché super loin pour trouver quelque chose de très tordu. Non, ça, c'est l'introduction. Donc, bon, je suis pas allée bien plus loin, mais, je pense que c'est quand même pas compliqué. Une petite incise, Camille, juste sur l'introduction de ce jeu, c'est Ouais, ça? ouais, ouais. Bah, dans un pays où, le système de sécurité sociale, fonctionne normalement, ce scénario, n'a pas de sens. Oui. Et c'est intéressant, c'est comme les films, super films avec Denzel Washington où il prend en otage tout un hôpital, je crois que c'est à Détroit ou Philadelphie, pour que soigner son fils du cœur. Alors, c'est marrant comme film dans le contexte américain, mais ça n'est possible que si la médecine est privatisée. Voilà. Donc, il y a double message dans le scénario. C'est c'est terrifiant. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est intéressant, à noter en plus, et qui plus est que oui, enfin ça reste, Vive la sécurité sociale. que oui, c'est aussi une question, ouais, on peut faire le lien, de toute façon, enfin avec, les politiques de santé publique aussi, hein. Oui, désolé, c'était la Mais blague sur Breaking Bad. Si Breaking Bad se passait en France, ah oui! j'ai un cancer, ah bon, fin du film. Oui, oui. Voilà. Et il prend rendez-vous chez le médecin et c'est fini. Il y a plus de scénario. Tout à fait d'ailleurs, si je peux me permettre de dire, c'est comme ça que le narcotrafic prospère dans certains pays d'Amérique latine, parce que les trafiquants, le premier point, c'est payer, les traitements médicaux des parents des gens qui vont viser, pour que ces gens après deviennent des travailleurs, de la mafia et cetera. Parce que, bah, voilà, on paye le traitement pour le cancer de ta mère, bah, donc tu es obligé d'être reconnaissant. Et donc la personne tombe dans la criminalité à cause de ça et comme tu le dis Georges, sécurité sociale, fini. C'est comme quoi on cherche des choses compliquées Mmh. parfois pour régler beaucoup de tensions sociales. Mais c'est vrai que oui, non, c'est important parce que comme tu dis, déjà de base on commence sur des situations malsaines. Comme si, bah, moi ce que je constate dans tout ça, c'est surtout justement hier pour, préparer l'émission, je tombais sur un de ses romans et je regarde et en fait c'est quoi? Donc c'est, des jeunes professeurs qui sont embauchés par un un oligarque pour enseigner à son fils et donc il leur promet que s'ils rentrent à l'université, il leur donne je sais plus combien de millions, d'euros et donc les filles dont certaines sont mariées, le jeune ne veut pas travailler, elles s'en font quoi? Elles sont comme elles ont toutes des problèmes financiers graves et cetera, bah, finissent par s'offrir aux jeunes pour pouvoir le faire étudier et il y a rien qui va, en fait et c'est marqué et Mais vraiment, c'est un voilà, scénario écrit par des débiles. Un oligarque qui fait un don de 20 millions de dollars à Harvard et puis son fiston, même s'il est con comme un poireau, il aura un master, hein, aucun problème. De Harvard en plus. Et en plus, il aura un oui, bâtiment non, dans mais on est son bien nom. d'accord. Ouais, par contre, j'ai une question. Non, mais c'est Vraiment une question, Camille. En Chine, il y a eu énormément de problèmes comme partout,
d'addiction aux écrans en général, en dehors du problème qu'on aborde, plus voilà, pour le gouvernement chinois de trouver qu'il y a trop de violence dans les films, et ainsi de suite. Et eux, ils ont pris une mesure radicale. C'est 1 heure d'écran par jour, 2 heures le week-end et en vacances, et c'est reconnaissance faciale. Donc ils l'ont fait hardcore, donc c'est un truc que c'est pas si simple, on va pas passer par des VPN parce que le visage, bah, pour le moment, il n'y a pas de système VPN pour le visage, en tout cas je suis pas au courant, peut-être Pedro tu es au courant, mais c'est difficile, et c'est bloqué, il n'y a plus, il y a juste, t'as plus accès, point. Parce que tout ce qu'on vous abordez est extrêmement intéressant, mais la question se pose toujours, mais comment on fait en fait? Quand on est parent, on fait quoi? Et là, plein de parents chinois ont été sauvés en disant ah c'est pas ma faute, c'est Xi Jinping, faut c'est lui qui t'empêche de regarder je sais pas quoi. Est-ce que c'est pas la solution, ou peut-être si vous pensez que c'est pas la solution, qu'il faut faire autre chose, et comment faire en fait pour sortir de cette situation, ou au moins améliorer. À part l'éducation, bon on a parlé à l'école, mais à part Ouais. ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ça va être mon avis très personnel, mais parfois introduire, un problème, enfin voilà, résoudre temporairement, hein, je dis bien temporairement un problème de société par du punitif, des fois malheureusement, ça reste quand même une bonne solution. Comme, voilà, comme de enfin pour le cas Pélico, ou pour, le coup, un gros coup un peu, de dans la justice, ça a permis quand même de libérer la parole et cetera, et de rappeler, que la culture du viol est présente et que c'est mal. Je pense que de la même manière, faire un peu quelque part, du punitif temporaire pour amener à la réflexion quand même, pour qu'on se dise: «Mais, où est-ce qu'on en est arrivé?» pour, pour devoir, débloquer par reconnaissance faciale. Moi, je trouve pas ça super déconnant, mais c'est pas non plus ce qui réglera le problème de fond. C'est toujours le problème de toute façon du punitif, ça règle une forme temporairement, mais encore faut-il, s'en sortir avec le problème de fond. Pour le problème de fond, je pense pas avoir de réponse universelle, à part qu'effectivement, il faut prendre le problème à la racine, c'est-à-dire, le système, patriarcal qui, du coup, qui promeut la culture du viol, donc déconstruire les rôles genrés, donc que les femmes, bah, par exemple, sont assignées, à la reproduction et aux soins. Qui du coup, ça va amener l'injonction du devoir conjugal, donc du viol, et de manière générale de la, l'empathie aussi, excessive envers, enfin un homme qui serait violent, agressif et cetera. Ça, c'est ce qui est, enfin voilà, souvent montré dans ces récits, c'est que, voilà, les femmes doivent être empathiques, doivent comprendre, doivent pardonner, même à la pire des raclures. Donc c'est vraiment de la déconstruction de rôles en fait, genrés, de la même manière que, d'apprendre aux hommes que, voilà, les femmes ne sont pas, à leur disposition, et que le consentement sera quelque chose qu'on pourra négocier plus tard, on va dire, voilà. Que c'est pas des ressources appropriables, qu'elles ont le droit de disposer de l'espace public, autant que les hommes. Donc finalement, voilà, l'enjeu, c'est la déconstruction d'un système. Mais ça, c'est sûr que c'est pas un travail qui va se faire en peu de temps, d'où l'intérêt, oui, c'est sûr, de penser à des politiques un peu punitives, car malheureusement le chantier est tellement énorme qu'on peut pas simplement dire, aux parents: «Bah, vous avez qu'à faire un peu plus attention», parce que tant que, on sera dans ce modèle de société, malheureusement, il y aura toujours, voilà, Et Des 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 médias, des ou quoi que ce soit, des choses accessibles, qui iront dans ce sens-là. mais question Camille, justement, est-ce que par rapport à ces contenus qu'on voit, est-ce que tout bêtement, la lég on sait que c'est
très dur à interdire. Mais est-ce que, et très dur de filtrer si c'est des mineurs ou pas, mais est-ce qu'on ne devrait pas forcer par la loi juste à ce qu'ils mettent des bandeaux: «Attention, les actes commis tombent sous le coup de la loi de votre pays. Faire l'amour à une fille qui dort peut et constitue un viol». Si, bref, des choses, Mmh, bêtes, mais peut-être ne serait-ce que s'il y avait des bandeaux, de mise en contexte, bah, les gens, ceux qui liraient: «Ah tiens, ça normalement, c'est pas possible. Ça, c'est pas mmh, autorisé». Alors c'est je sais que ce serait compliqué à mettre en œuvre, mais peut-être que ce serait déjà un chemin sans l'interdiction totale, mais dire, bah, ce qui ne va mmh, pas. Comme, il faut savoir qu'en France, il y a quand même, par exemple, quand on fait un film, il y a un truc, qui s'appelle le CNC qui donne des visas d'exploitation et ce visa d'exploitation est lié à un certain nombre de choses qui doivent être respectées. Sinon, bah, il va y avoir la classification du film et même parfois un message: «Attention, ce film peut comporter des images violentes ou des scènes, des consommations de drogue». Pour contextualiser. Bah, déjà, ce serait déjà bien parce que là, ce qui est terrible, c'est qu'il y a aucune contextualisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est de la banalité et donc quand on en voit 1, 2, 3, 10, je ne peux pas croire qu'à un moment, ça devient pas un truc banal de se dire: «Bah, dans le métro, si une fille qui se colle à moi, j'ai le droit de me frotter». Tu vois? C'est parce que c'est clairement, la seule chose qui va être, en interdit, c'est le reste de la société et la société qui souvent l'exprime mal ou qui va, où les gens vont dire: «Bah, c'est les gens sont coincés». Alors qu'en fait, juste, bah, non, il y a des lignes rouges et il y a des choses, les enfants, par exemple, c'est hors spectre. Il y a pas à faire d'histoire avec des enfants. Ça peut pas. Mais voilà, donc et certains ont parlé justement, je crois, d'un auteur français. Mais oui, c'est pas que les mangas. Toute représentation, culturelle qui vise à banaliser ce genre de choses est problématique. Alors il s'agit pas de faire de la censure d'œuvres, mais voilà. Donc est-ce que tu penses que ça pourrait être une solution? Justement, au moins qu'il y ait des messages, qui préviennent? oui, alors oui, effectivement, c'est pas la spécificité des mangas et cetera. C'était, on va dire, moyen de enfin, c'est ce qu'on voit le plus actuellement, donc c'est sûr que c'est facile de parler de ça. Mais oui, hein, on peut parler de Lolita, de Nabokov et cetera. En ce qui concerne les bandeaux, alors, j'ai un avis assez mitigé parce que d'un côté, effectivement, ça peut être une solution aussi, à court terme, mais enfin, moi, j'ai sous les yeux, par exemple, mon paquet de cigarettes qui effectivement, il y a un bandeau qui me dit: «Attention, je risque de devenir aveugle». Mais est-ce que ça m'empêche réellement de fumer? Non. Alors peut-être que c'est, voilà, un exemple bête, mais hem, moi, le ce qui m'interroge, c'est quand même de dire, même si on dit à quelqu'un: «Vous n'avez pas le droit de faire ça dans la vraie vie», parce que voilà, c'est interdit, par la loi. Parce que, enfin, a priori, le viol est quand même interdit, dans, un peu partout enfin, partout dans le monde, a priori. Et il y a pas vraiment de culture où ce serait acceptable de voir ça. Donc ce qui me pose problème, c'est à quel moment aussi il est acceptable de consommer ça, même, sous le coup de, fantasmes, enfin à quel en fait, pourquoi on en viendrait à fantasmer, sur un viol en tant que consommateur également et pas forcément juste en tant que personne qui va passer à l'acte? Donc en soi, même si oui, dire ça, c'est interdit par la loi, moi je me questionne quand même sur pourquoi on en vient à quand même vouloir consommer ça alors que c'est interdit par la loi et qu'on sait que voilà, c'est moralement et juridiquement répréhensible. Alors merci, pour ce là-dessus, Camille. Effectivement, je pense que tu as raison. C'est pour ça que justement le sujet de la jeunesse et des enfants est problématique parce qu'ils ne sont pas «construits» entre guillemets, ils se construisent et donc leur, leur découverte de ce genre de choses peut se faire naturellement sans forcément qu'ils cherchent et
c'est à la société aussi et aux parents de donner des repères pour dire: «Ah non, ça on peut pas. Ça passe, ça passe pas». De même qu'on a des épidémies, de revenge porn, mais ça c'est un autre sujet, mais on voit, c'est parce que souvent les jeunes se rendent pas compte de la conséquence de envoyer des photos, olé olé, à leurs camarades et que, bah oui, ça peut fuiter et que ça peut poser des problèmes. Donc si je pense que c'est un vaste sujet. Alors c'est difficile, hein, d'en parler parce qu'il faudrait mettre des représentations, des exemples pour que les gens se rendent compte et je pense que tout le monde serait choqué de voir les exemples. Mais ce qui est sûr, c'est que Camille, on en reparlera, de ces sujets-là parce que de toute façon, ça fait partie des sujets importants. Demain d'ailleurs, on va recevoir, une, camarade à nous parce qu'elle a été très touchée de la partie du documentaire qu'on a fait, sur Zoé Constantopoulou, sur, la partie sur le féminicide, puisque malheureusement ça fait écho à son histoire personnelle et au féminicide de sa mère et donc, justement sur l'inaction de la police et donc elle viendra témoigner là-dessus. Donc c'est des sujets importants pour nous parce que justement, il faut faire cette éducation, il faut expliquer que, bah, non, une fille qui dort, c'est une fille qui dort et on la laisse dormir. Voilà, c'est tout. Ou sinon, on la réveille. Mais voilà, c'est il y a des choses, qui sont pas acceptables et que c'est important et peut-être à force, nous, de le répéter à l'envers, bah, ça va rentrer doucement, dans la tête des gens. Merci à tous, merci Georges. Alors j'ai vu que tout le monde est très excité par les Kinder, partout, les Kinder du pape. J'ai juste une remarque à faire et ça, les gens ne pensent pas et je l'ai dit hier sur Twitter. Le pape a offert des Kinder, mais Ferrero est une entreprise italienne, familiale, multinationale, qui donne beaucoup à l'Église catholique et dont certains produits sont interdits aux États-Unis. Donc en termes de lobbying, bah, c'était très malin d'offrir aux enfants de Jill Evans des Kinder parce que peut-être que c'était pour pousser à libéraliser l'autorisation de la vente des Kinder et donc probablement le Vatican, remerciant les nombreux dons de la famille Ferrero, qui est puisque c'est une entreprise italienne, a offert ces Kinder et donc au-delà, il n'y a pas du tout de complot satanique, mais je pense qu'il y a des intérêts économiques qui ont joué dans ce, cadeau, d'œufs Kinder aux enfants de Jill Evans et probablement du lobbying économique qu'on découvrira plus tard. Donc voilà. En tout Donc cas, puisque je sais merci que ça Camille. Le sujet visiblement intéresse nos auditeurs. Sujet complexe. Mmh. En tout cas, c'est bien d'en parler. Beh, merci à tous pour, l'accueil. mmh, voilà et la prochaine fois, on Yes, essaiera yes, d'être c'est à clair. l'heure. Que de quoi? Rien, les trucs qui apparaissent à l'écran, je sais pas pourquoi. Non, pardon. OK. Bon, bah, bonne journée Bonne Bonne journée à journée. tous et à bientôt.